Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. La lutte contre la corruption se renforce. La haute autorité pour la bonne gouvernance et l'Observatoire du service public conjuguent les efforts. Les deux entités se sont rencontrées pour définir les bases de leur coopération. Une séance de travail qui a permis aux équipes de donner le ton pour un combat plus fructueux contre ces maux qui minent le développement de la Côte d'Ivoire. Relance du secteur touristique, des outils de la stratégie marketing sont mis en œuvre. Le développement du tourisme domestique reste une priorité de cette initiative. Les responsables entendent renforcer les partenariats pour faire découvrir la destination Côte d'Ivoire, un plan d'action élaboré pour la promotion des sites. Nous sommes jeudi, le dossier politique à suivre dans ce journal. On parlera de la lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire déploie l'aspect militaire. Le gouvernement mise aussi sur les actions sociales pour aider les jeunes de plusieurs régions frontalières. Il est prévu un programme doté d'une enveloppe de 8 milliards de francs CFA. Depuis la CAN 2021 au Cameroun, la Côte d'Ivoire élimine le champion d'Afrique en titre. Avec la manière, les éléphants ont battu ce jeudi les Fennecs de l'Algérie. 3-1. Les Pachidem restent donc au Cameroun pour le tour suivant des huitièmes de finale. La Côte d'Ivoire tient peut-être ici son match référence après avoir assuré 2 fois le service minimum. Ce jeudi, les éléphants se sont fait entendre face aux Fennecs d'Algérie. Un 3-1 joliment mené par les hommes de Patrice Baumel avec 7 points et premier du groupe E. La Côte d'Ivoire élimine le champion en titre et se qualifie pour les huitièmes de finale. Un Badra Ali Sangaré très lucide dans les buts. Nicolas Pepe donne le meilleur avec un but et une passe décisive. Sangaré Ibrahim, dans son nettoyage au milieu de terrain, trouve une fois les filets et caissier qui se rachète buteur. Il est désigné l'homme du match, le point de toutes les rencontres dans quelques instants. Deux entités, un même combat. L'Observatoire du service public et la haute autorité pour la bonne gouvernance se mettent ensemble contre la corruption. Ils se sont rencontrés pour une séance de travail qui marque ainsi le début de leur coopération. Désormais, ils seront sur le terrain pour contrer la mauvaise gestion des affaires publiques. Logoretti. L'Observatoire du service public dans les locaux de la haute autorité pour la bonne gouvernance. L'OSEP, qui a pour rôle de recueillir les plaintes des usagers du service public, collabore désormais avec l'institution. L'Observatoire du service public sera un point de relais pour relayer les informations sur la haute autorité de la bonne gouvernance, à savoir les plaintes, les demandes d'informations, les observations et les suggestions à l'endroit de notre service public. L'OSEP est sur le terrain, recueille les plaintes et les dénonciations ou les données qui sont à traiter, les remonte à la haute autorité qui va traiter afin de pouvoir faire des recommandations. Et aussi, dans le traitement de ces dossiers, nous adressons des questions spécifiques. Si vous regardez, l'OSEP adresse les questions d'un point de vue macro au sein de l'administration et nous pouvons les adresser au point de vue micro, c'est-à-dire l'individu. Les deux structures, au travers de leurs secrétaires généraux, se sont engagés à conjuguer leurs efforts pour la promotion de la bonne gouvernance. Et voici un outil qui renforce la gouvernance économique, une nouvelle plateforme digitale pour le contrôle fiscal présentée aux opérateurs économiques. Le ministre du Budget, Moussa Sanogo, était face au patronat. Cette digitalisation permet de dématérialiser tout le processus de la programmation au recouvrement en passant par l'évaluation et le suivi des dossiers. On en parle avec Cheikh Koné. Contrôle fiscal, moment de tourmente et d'angoisse chez bon nombre de contribuables est au centre de toutes les polémiques. Harcèlement fiscal ou montant d'imposition jugé en inadéquation avec les activités de l'entreprise. Tout y passait. Mais ces griefs ne sont bientôt qu'un lointain souvenir. Une réforme pour digitaliser ces contrôles vient d'être créée par le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Face au patronat, Moussa Sanogo en expliquait les grandes articulations. Faire en sorte donc que le contrôle fiscal, qui est un outil à la disposition de l'administration fiscale, qui se fasse dans les meilleures conditions, qu'on ait des contrôles fiscaux pour lesquels il y ait moins de crispations, moins de difficultés, que les opérations soient tracées et qu'ensemble avec le secteur privé, on puisse apprécier la qualité du travail qui a pu être fait ou en tout cas s'il y a des insuffisances qui ont pu être relevées, qu'on puisse les constater également ensemble pour pouvoir les corriger. L'amélioration de l'environnement du contrôle fiscal
était une préoccupation majeure du secteur privé. Et donc nous nous réjouissons de ce que le gouvernement, le ministère du Budget, ait pris des initiatives pour mettre sur la table des solutions. Cette transformation digitale, comme l'a précisé le ministre du Budget, sera poursuivie avec l'administration digitalisée de la TVA qui va rentrer en vigueur en février 2022. Des réformes aux enjeux importants expliqués aux opérateurs économiques présents. Plusieurs d'entre eux ont soulevé des préoccupations auxquelles le ministre a donné quelques éléments de réponse. L'occasion était toute trouvée pour le patronat de relancer la polémique sur le niveau de la pression fiscale en Côte d'Ivoire, une pression jugée excessive par le secteur privé qui avance des chiffres de l'ordre de 30% de pression. Nous militons, nous discutons pour que, donc, à l'avenir, nous allions vers une politique fiscale un peu plus allégée pour qu'on aille dans le sens d'une réduction de la charge fiscale des entreprises. Et nous pensons que ça pourrait être également un élément pour permettre l'élargissement de cette assiette fiscale-là. C'est une question de point de vue. Si on regarde la chose d'un point de vue macroéconomique, si on regarde la chose au niveau de celui qui paye, je pense que la chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que nous devons travailler à élargir la population fiscale pour faire en sorte donc, que tout le monde puisse payer déjà l'impôt. Et puis ensuite que nous travaillons à travers nos différents services à faire en sorte qu'on paye le bon impôt. Depuis le 4 janvier, l'année fiscale 2022 est entrée en vigueur. En dépit de quelques critiques, le secteur privé dans son ensemble salue le faible taux de mesures fiscales contraignantes. Avec Dangui, parlons du soutien aux petites et moyennes entreprises. Le Fonds de solidarité africain et le groupement ivoirien des bâtiments et travaux publics signent un accord de coopération. Il s'agit d'un cadre d'accompagnement pour le développement des PME. Le fonds a déjà déposé 60 milliards de francs CFA sur la table. Il est même prévu une autre ligne de garantie de 100 milliards en cas de besoin. À l'instar des autres petites et moyennes entreprises PME de Côte d'Ivoire, les acteurs du bâtiment et travaux publics BTP souffrent de manque de financement et surtout de financement à long terme. Ces difficultés appartiennent désormais au passé, avec la signature d'un accord cadre de coopération entre le Fonds de solidarité africain FSA et le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics GIBTP. Maintenant que nous avons cet appui, je pense que nous allons mieux travailler et faire avancer le développement en Côte d'Ivoire. Le Fonds de solidarité africain FSA a déjà déposé 60 milliards de francs CFA sur la table pour le financement des PME ivoiriennes et promet d'ouvrir une autre ligne de garantie de 100 milliards de nos francs en cas de besoin. Des opportunités que les entreprises du BTP veulent capitaliser. Nous pensons que dès l'instant où les entreprises seront structurées correctement pour sortir des données que les banques peuvent analyser en toute confiance, une grande partie du problème de financement va être résolue. Cette bouffée d'oxygène que le Fonds de solidarité africain apporte aux petites et moyennes entreprises ivoiriennes s'inscrit dans la volonté des autorités de faire du secteur privé ivoirien une priorité. Il est de notre vocation, de notre devoir d'accompagner le développement des PME, d'autant plus que c'est la source de création de la richesse, mais également c'est le vecteur de distribution des revenus au niveau national à travers les emplois durables qui sont sécrétés par les activités des PME. Selon une étude citée par le GIBTP, 71% de prêts bancaires sont à une échéance de moins d'1 an et seulement 3% à une échéance supérieure à 10 ans. Côte d'Ivoire Tourisme veut relancer le secteur touristique. L'agence a lancé quelques outils de la stratégie de promotion des sites, un programme pour faire découvrir le pays. Autrement, en 2022, les responsables misent sur le développement du tourisme domestique. On le voit avec Patricia Omouetia, un plan d'action élaboré pour la mise en œuvre. Nouvelle stratégie de promotion de la destination Côte d'Ivoire intitulée Côte d'Ivoire Event. L'idée est de réussir le pari de la réinvention, la qualité de service, l'innovation et le renouvellement des offres touristiques. On vient de découvrir, comme tout le monde, des images en Côte d'Ivoire qu'on ne savait même pas que ça existait. Et donc il est important de vendre cette image de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est le plus beau pays au monde. Le tourisme domestique, ça va pousser les personnes à ne plus forcément aller ailleurs. Covid oblige, on est obligé de faire avec la situation. Ça va pousser les personnes à découvrir toute la Côte d'Ivoire. Et le site qu'ils ont présenté, vraiment, c'était magnifique, c'était beau. Le développement du tourisme domestique reste une priorité pour la redynamisation du secteur.
C'est pourquoi cette nouvelle stratégie de relance s'appuie sur l'ensemble des collectivités territoriales pour leur culture et leur patrimoine. Elle affiche une volonté de développer un partenariat fort avec les collectivités locales sur la promotion du tourisme, notamment Grand Bassam. Elle l'a indiqué, nous avions pris un certain nombre d'initiatives qui rentrent dans la vision stratégique qu'elle a développée. Et donc nous allons renforcer le partenariat, travailler ensemble afin de faire de Grand Bassam un cas d'école, un projet pilote pour pouvoir ensuite le dupliquer sur les autres localités touristiques de Côte d'Ivoire. Un pari audacieux pour la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme qui veut faire découvrir la destination Côte d'Ivoire autrement à travers des outils novateurs. On doit s'attendre à avoir un site internet pour Côte d'Ivoire Tourisme, une web TV dans un futur très proche, des communications en direction de la communauté locale pour pouvoir développer le tourisme intérieur. On doit pouvoir s'attendre à mettre en place un véritable écosystème, une véritable synergie entre les sociopros Côte d'Ivoire Tourisme et les collectivités décentralisées, parce que sans ce partenariat, on ne peut pas construire une destination touristique. Au-delà de toute cette stratégie, Malika Mourad Condé a aussi annoncé une campagne de promotion de la destination Côte d'Ivoire intitulée « Le dépaysement, c'est ici ». Ce sera une campagne promotionnelle de communication à travers des panneaux publicitaires autour de 4 piliers, nature et activités de plein air, culture, patrimoine et art, gastronomie et art de vivre, soleil et plage. Et tout est donc disponible pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire, un pays que la Guinée visite pour s'inspirer de son modèle de développement agricole. Une délégation du gouvernement guinéen a visité les installations et périmètres agricoles. À Yamoussoukro, Conakry entend exporter des productions qui font la fierté ivoirienne. Soro Corona. Les émissaires du gouvernement guinéen aux côtés du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural au Centre d'innovation des technologies de l'ANACAD. Une usine-école née de la réforme impulsée par le président Alassane Ouattara pour la performance et la compétitivité de la filière ANACAD. Ce n'est pas qu'une usine, c'est une plateforme de démonstration des bonnes pratiques de gestion d'une usine à travers des formations, des études d'accompagnement sur tout le procès d'installation d'une unité industrielle. On accompagne les promoteurs dans la structuration de la gestion de leur unité industrielle et mettre en place avec eux tous les outils de bonne gestion, autant au niveau technique qu'au niveau même économique, financier et commercial. Ici, 136 000 tonnes de produits finis en 2021 et pour 2022, entre 150 000 et 200 000 tonnes de noix de cajou à transformer. Toute la chaîne de transformation passée à la loupe. Idem à Maounou, sous-préfecture de Kossou, pour comprendre le mécanisme de production bananière dans cette plantation de 200 hectares. Nous n'avons jamais mis de pesticides ni d'herbicides dans nos champs. Il y a 35 hectares qui sont déjà biologiques et le reste est en conversion et donc le sera dans 2 ans et demi. Autre production agricole ivoirienne d'attraction, le manioc via les champs du projet pôle agro-industriel du Bélier. De quoi inspirer la Guinée. Quand on voit ce que la Côte d'Ivoire a pu faire ces 10 dernières années, c'est clair qu'il y a des choses qui se passent bien ici. Il y a de l'organisation qui est appréciée ici. Et dans le cadre de la coopération Sud-Sud, on s'est dit qu'on viendra à côté de nos frères pour avoir des discussions sincères et franches, pour apprendre les bonnes choses d'ici et pour aller améliorer les politiques qu'on est en train de mettre en place en Guinée. Je voudrais remercier mes collègues ministres qui sont venus vers nous. Nous ne sommes pas des modèles plus que eux, mais s'inspirer du modèle de la Côte d'Ivoire, cela veut dire que nous sommes un exemple auquel le pays frère, la Guinée, veut ressembler. Avec presque le même potentiel agricole que son voisin, la Guinée produit la noix de cajou, la banane et le manioc, mais à des échelles loin derrière celles de la Côte d'Ivoire, bien longtemps révélée pays agricole. Et la lutte contre la Covid-19, on en parle encore ce soir. La pandémie reste toujours active. Les cas de contamination nous imposent de demeurer vigilants.
Voici les chiffres de ce soir. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 256 nouveaux cas de Covid-19, 218 guéris et 7 décès malheureusement. À la date du 20 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 79 814 cas confirmés, dont 76 224 personnes guéries, 771 décès et 2819 cas actifs. Au total, 7 885 055 doses administrées contre la Covid-19. Et dans la lutte contre la Covid-19 sur le continent, la première usine de vaccins 100% africain lancée en Afrique du Sud, la ville du Cap accueille la construction de cette unité où seront élaborés des vaccins dits de deuxième génération censés combattre plus efficacement le virus. Des doses de A à Z financées par le milliardaire des biotechnologies Patrick Soon-Shiong. Il veut mettre fin à l'inégalité vaccinale qu'il qualifie d'ailleurs d'apartheid sanitaire, tout comme le président Cyril Ramaphosa, le président sud-africain qui savoure ce moment comme une victoire. Et ici en Côte d'Ivoire, la campagne de vaccination se poursuit pour protéger la population contre cette pandémie. Les autorités sanitaires poursuivent la sensibilisation. La société civile s'y met également. L'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et les droits humains était sur les chantiers de construction de la voie Y4 pour exhorter au respect des mesures barrières. Franck Wadio. Base des chantiers des travaux d'aménagement de la voie de contournement du district dans la commune de Cocody, un sketch pour donner le ton de la campagne de sensibilisation sur la Covid-19, les IST-VIH-Sida, la sécurité routière et les violences basées sur le genre VBG. Vous laissez de vos gigas, moi mon vieux mort de l'Instagram, il m'a salué, je suis trop blessé. C'est comment? Salué, on est en Afrique, on te salue, mais là, c'est comment? Cette campagne de sensibilisation est une initiative de l'ONG interafricaine de la promotion de la santé et des droits de l'homme. Comme vous le savez, tout travaux ne va pas sans les impacts négatifs. Donc c'est dans ce cadre-là, pour atténuer les impacts négatifs, qu'il nous a été demandé, nous, ONG Société Civile, de pouvoir sensibiliser les gens, les travailleurs, les riverains sur la pandémie. Et il est important de pouvoir leur rappeler les gestes barrières à la population pour que celle-ci prenne les mesures barrières à cœur. La partie chinoise en charge de l'exécution des travaux d'aménagement de la voie de contournement de la Y4 de la ville d'Abidjan s'engage à travers le respect des mesures barrières contre la Covid-19 à soutenir les initiatives de l'ONG. Je pense que c'est très important d'avoir cet événement parce qu'il concerne beaucoup de sujets, surtout dans cette période difficile. On a besoin de sensibiliser les gens. Dans son message de sensibilisation contre les accidents de la route, du travail et les différentes pandémies qui sévissent sur la planète, la présidente de l'ONG saisit l'occasion pour exhorter travailleurs et populations à la prudence. Cette caravane de sensibilisation va sillonner tous les secteurs de la commune de Cocody. Et retournons ce soir sur la lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire mène le combat face à ce mal qui déstabilise les nations. À côté de l'aspect militaire, il se développe également un volet social. Ce mixage est mis en œuvre par le gouvernement afin d'aider la jeunesse des régions frontalières. Un programme est mis en œuvre avec un financement de 8 milliards de francs CFA. Terrorisme, le social pour renforcer la lutte, c'est le dossier politique de ce soir avec Alexis Ouedraogo. Sauf changement de dernière minute, le Premier ministre Patrick Achi sera cette fin de semaine dans les villes de Teini, Kafolo et Toubo. Des zones dites à risque en matière de terrorisme, avec une jeunesse de plus en plus courtisée. Il nous a été remonté que pour une moto et 500 000 francs, des gens acceptaient de s'engager pour apporter du soutien aux terroristes, souvent du soutien pratique, mais très souvent du soutien logistique ou les informations sur la position de nos forces. Alors, il nous est donc remonté ce genre d'informations qui nous ont amenés sur place des gens en local à initier des tournées de sensibilisation, à parler aux populations, à parler aux différents leaders communautaires et religieux, afin que ceux-là puissent ventiler au maximum l'information sur les risques que nous courons tous à laisser pénétrer chez nous ces actions terroristes. La région du Boukani compte plus de 700 villages, 16 sous-préfectures
4 départements et reste à ce jour l'une des régions les plus vulnérables du pays. C'est à l'occasion de ces dernières années-là que cette zone connaît des écoles, des dispensaires, de l'eau potable. C'est une zone qui était à l'abandon. Voilà pourquoi les terroristes ont choisi d'y aller. Parce que les populations y étaient plus vulnérables. Le Boukani est déjà l'une des régions les plus pauvres, mais cette sous-préfecture est la plus pauvre du Boukani. Face à ce tableau, le gouvernement multiplie projets de développement locaux et dispositifs sécuritaires. Il va plus loin cette semaine avec la visite du chef du gouvernement et la mise en place du fonds spécial en faveur de la jeunesse. C'est un ensemble d'initiatives qui part donc depuis la formation, avec à la clé l'insertion, au financement donc des projets, mais en nous appuyant sur des équipes au niveau local. D'ailleurs, un comité local a été mis en place, comité présidé par les préfets, et au sein de ce comité, nous avons les représentants de toutes les couches, jeunes, femmes, collectivités territoriales, représentants des forces de défense et de sécurité. D'une enveloppe de 8 milliards de francs CFA, le programme va s'étendre à plusieurs régions aux frontières et devrait à son terme impacter plus de 60 000 jeunes. Les zones concernées, c'est le Boukani, c'est le Poro, c'est le Tchologo, c'est la Bagoué, c'est le Folon et c'est le Denguélé. Donc c'est toutes ces zones-là qui sont des zones frontalières. Et l'approche originale de ce projet, c'est qu'on ne va pas se limiter dans les grandes villes, c'est justement aller au plus près des populations, villages sous préfecture, qui justement sont impactés indirectement par ce qui se passe donc au nord de la Côte d'Ivoire. La lutte contre le terrorisme est aujourd'hui une priorité pour chaque État et la Côte d'Ivoire entend bien tirer son épingle du jeu. À partir du moment où le Premier ministre, le chef du gouvernement, avec l'ensemble de son gouvernement, ont bien compris la nécessité d'intéresser ces populations en les mettant en activité, notamment les jeunes qui représentent au moins 80% de nos populations sur place là-bas. Si ces jeunes-là sont donc en activité, l'espoir naît chez ces populations-là. Elles espèrent donc construire des familles et devenir des femmes et des hommes qui comptent. Il n'y a pas de raison de se jeter dans des aventures. Beaucoup de pays n'ont pas anticipé sur ce genre de situation, notamment traitant l'extrême vulnérabilité au sein de la population. On a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, au-delà du programme spécifique pour les jeunes, mais c'est d'autres actions que le gouvernement est en train de mener. Le désenclavement de ces régions, avec les routes qui sont en train d'être faites, l'électrification dans ces zones, la construction d'hôpitaux, de centres de santé, et puis je peux même vous dire, le fait même de mettre des antennes de téléphonie mobile, etc. Donc c'est un ensemble d'actions coordonnées dont fait partie le programme en vue de l'autonomisation des jeunes. Donc c'est une réponse cohérente, globale, que le gouvernement essaie d'apporter, en plus de la réponse militaire qui est déjà apportée et qui montre son efficacité. Et l'action est urgente. Au Burkina Faso, depuis bientôt 7 ans, les populations vivent dans la peur de ces groupes armés qui ont fait au moins 2000 morts et 1,5 million de déplacés. Un peu plus loin au Niger, le pays lui fait face à des niches de famine. Selon les Nations Unies, plus de 5 millions de personnes pourraient être en situation d'insécurité alimentaire du fait des menaces terroristes. Le terrorisme, le social pour renforcer la lutte en Côte d'Ivoire, c'était le dossier politique de ce soir. 57 journalistes retournent à l'école. Ils sont retenus pour une formation qualifiante et diplômante à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est le fruit de la coopération entre l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et l'UFR Information, Communication et Arts. Serge Pacom Didier Nguessan. 57 journalistes bénéficieront de formations qualifiantes et diplômantes à l'UFR Information, Communication et Arts. Ces formations sont le fruit d'une convention entre l'Université Félix Houphouët-Boigny et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. L'UNJCI s'adose, comme j'ai l'habitude de le dire, sur 3 piliers. Le premier des piliers, c'est la confraternité. Le deuxième des piliers, c'est la solidarité. Le troisième des piliers, c'est la formation. Nous donnons l'occasion à certains de nos amis, certains journalistes, de pouvoir continuer leur cursus universitaire dans les meilleures conditions.
Sur 99 dossiers déposés, 57 ont été retenus, soit 2 pour le doctorat, 43 pour le master et 12 candidatures pour la licence au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il s'agit d'œuvrer ensemble pour un journalisme ivoirien de qualité. Voilà pourquoi nous prenons particulièrement à cœur la formation continue. Évidemment, notre institution a été choisie en raison de son histoire récente. Et c'est pourquoi aussi nous vous remercions d'avoir porté le choix sur le CERCOM, donc l'UFRICA. Pour des commodités plus adéquates, la Maison de la Presse au Plateau servira de cadre pour dispenser les cours aux journalistes. Des cours seront également dispensés en ligne. C'est une personnalité des médias qui a marqué le secteur. Roger Fulgence-Cassis s'en est allé un soir de 20 janvier 1989. 33 ans après son départ, son talent reste inéluctable et son souvenir impérissable. Franck Wadjo nous fait revivre quelques moments forts du passage de cette icône du micro sur les antennes de la RTI. Samedi 3 février, 13 février. Svelte, micro à la main et port altier. Le tour est joué. Roger Fulgence-Cassis ne laissait pas indifférent. Superstar Station, Nongeli, Jamboree, Première Chance, Podium, autant d'émissions et autant de voyages télévisés. Maintenant, tu as décidé de donner une autre... L'homme aura essaimé le long de son parcours bien de disciples, mais surtout permis à de nombreux artistes de prendre confiance en eux. Et pour ce premier rendez-vous de 1985, nous allons commencer avec Gali Baye Sylvestre alias Baye Pinto. Nous allons écouter pour commencer Blinalo. Des problèmes, et j'ai reçu plein de courriers. Les gens voudraient savoir à quelle adresse est-ce qu'ils peuvent correspondre avec Alpha Blondy. Roger Fulgence-Cassis s'en est allé. Le 20 janvier 89, Serge Cassis le chantait si bien. RFK, 33 ans après son départ, le souvenir s'étiole certes auprès des plus jeunes, mais l'homme aura toujours conservé son aura. Moi, pour ce que j'ai fait à la télé jusqu'à maintenant, que ce soit radio et télé, je vois pas, moi compris, un animateur de sa trempe. Pour moi, on aurait dû continuer de présenter ces émissions et faire un commentaire peut-être après les émissions afin que les jeunes d'aujourd'hui puissent prendre exemple sur lui. Lui, qui aimait avant tout célébrer ses proches, on se souvient encore de cette escapade hommage au village de feu Ernesto Djedje. Nous sommes revenus ici, sur les traces du Ziglibiti. On nous a prévenu, la route de... Hier aux côtés des autres, aujourd'hui, aux côtés des siens, à Kokombo, son village natal, centre du pays. Roger Fulgence-Cassis, 33 années après son décès, reste l'une des icônes de l'audiovisuel ivoirien. L'animateur a fait toutes ses classes à la radio-télévision ivoirienne. Et l'équipe de production de Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI, poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Après Yamoussoukro et Bouaké, c'est la ville de Toumoudi qui a reçu le spectacle dimanche dernier. En plus des différentes prestations des humoristes, au stade de Toumoudi, les populations ont eu droit à un spectacle, un festival de feux d'artifice. Le reportage de Kone Pagasoro de Madongui. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes ni au réveillon du 31 décembre, ni à la fête du Nouvel An, encore moins au lancement d'Abidjan Ville Lumière, mais bien à Bonjour Tour 2022 de la RTI au stade de Toumoudi. En plus des feux d'artifice, les humoristes sur le podium apportent de la joie aux populations de cette localité. Viens, bla 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 bla. Viens ici. Ah. Retourne-toi. Va comme ça. Oh, les blancs sont forts. On va aller bas, ils peuvent faire ça, mais ils ne peuvent pas faire. Et mais ils peuvent s'envoler pour aller faire, mais ils ne vont pas faire. Équipe de Côte d'Ivoire, André Loto.
Tu paries 10, 30, ça vient 0,1, 0,3. Et puis ça vient en bas, même toute chance, tu es mort comme ça. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous salue. Quand vous êtes assis, regardez à côté. Il y a des personnes du nord, il y a des personnes de l'est, il y a des personnes du sud, il y a des personnes de l'ouest, il y a des personnes du centre. C'est pas beau ça pour la Côte d'Ivoire? C'est cette cohésion qui va nous amener très loin. Parce qu'ensemble, on est toujours plus fort. Le feu d'artifice dans le ciel de Toumoudi, mais aussi l'arrivée de Bonjour, une initiative de la ministre-gouverneure du district de Lac, Raymond Goudou Kofi. Nous allons regarder notre voisin, si on ne le connaît pas, et même si on le connaît, on lui dit simplement « Bonne soirée ce soir à Bonjour 2022 ». La paix à Toumoudi, la cohésion à Toumoudi, l'amour partagé à Toumoudi et surtout le vivre ensemble à Toumoudi. Le public de Toumoudi, lui, n'a pas boudé son plaisir et souhaite le retour de Bonjour l'année prochaine. J'ai vu souvent à la télévision. Aujourd'hui, j'ai été content de venir les voir en direct. Vraiment, je suis très heureux. Je dis merci à Madame la ministre. Toumoudi, il n'y a vraiment pas d'événement de ce genre. Et Bonjour, ça permet aux riverains de Toumoudi de prendre du bon temps. L'équipe de Bonjour est la bienvenue à Toumoudi et nous espérons qu'ils viendront chaque année. Je ne peux que souhaiter la paix en Côte d'Ivoire. Prochaine étape pour équipe de production et humoristes Grand Bassam, Aboisseau et Jacquesville respectivement, les vendredis 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier prochains. De Toumoudi, allons au Cameroun pour voir la CAN. Très belle journée de football, donc voici le point complet. C'est un match où rien n'est allé dans le sens des Fennecs. La Côte d'Ivoire l'a largement emporté face à l'Algérie 3-1. Le champion d'Afrique en titre sort donc de la compétition dès le premier tour. Et dans l'autre match, la Guinée équatoriale a pris le meilleur sur la Sierra Leone et se qualifie pour les huitièmes de finale. On en parle avec Hassan Kwasi et Patrick Adi. Côte d'Ivoire-Algérie, affiche du rêve. Choc de prestige entre les éléphants et les Fennecs. Très attendu depuis le tirage au sort et qui a pris plus de piment après les deux premières journées. Les deux équipes jouent gros pour le compte de la troisième journée. Dernière du groupe E et avec seulement un point, l'Algérie joue sa survie face à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de leur côté ont l'occasion non seulement d'éliminer le tenant du titre, mais aussi de s'assurer la première place du groupe. Une rencontre décisive que les poulains de Patrice Baumel entament idéalement avec quelques situations. Dominateur, la mainmise ivoirienne sur le match se confirme à la 23e minute avec l'ouverture du score signé Franck Kessié. Dans la dynamique, il est imité par Sangaré Ibrahim pour le but du break. 2-0 à la pause. Menacés par une éventuelle égalisation en seconde période, les éléphants se mettent à l'abri avec un troisième but grâce à Nicolas Pépé. En dépit de cet avantage en faveur de la Côte d'Ivoire, les Algériens ne sont pas résignés. Ils obtiennent un pénalty discutable. Riyad Mahrez se présente et manque l'occasion de réduire le score. Échéance retardée, à force de pousser, ils finissent par être récompensés de leurs efforts avec la réduction du score qui porte la griffe de Sofiane Ben Debka. Score final 3-1. La Côte d'Ivoire tient son match de référence et confirme son leadership de la poule E. En attendant, l'Égypte en huitième de finale mercredi. Dans l'autre match, la Guinée équatoriale domine la Sierra Leone sur un score étriqué d'1-0. Un succès qui permet aux Alandes nationales de la Guinée équatoriale de se qualifier. Tout le contraire pour la Sierra Leone éliminée. Et évidemment, cette victoire des éléphants est une satisfaction pour les Ivoiriens. La dernière prestation avait laissé entrevoir des craintes et des doutes sur le niveau de jeu. Pour certains, ce soir, l'équipe se réconcilie avec les supporters. Grosse ambiance donc, comme on le voit en images.
Comme Didi, notre reporter qui a sillonné plusieurs communes pour s'imprégner de l'effervescence qui a suscité le match soldé par cette belle victoire des éléphants. Dans les deux autres matchs de ce soir, dans le groupe F, le Mali, déjà qualifié, s'est imposé face à la Mauritanie 2-0. La Gambie a pris le dessus sur la Tunisie. Arsène Kouassi et Patrick Dadier qu'on retrouve. Déjà qualifiés, la Gambie et la Tunisie s'affrontent pour tenter de décrocher la meilleure place du groupe F. Un match important pour les deux équipes qui se tiennent jusqu'à ce que les Aigles de Carthage parviennent à obtenir un pénalty dans les derniers instants de la première période. Jaziri se propose mais perd son duel face au portier gambien Boubacar Gueye, 0-0 à la pause. À la reprise, les deux formations repartent sur les mêmes bases avec des occasions de part et d'autre sans trouver la faille. Le rythme est moins élevé. Cependant, les Scorpions trouvent les ressources pour s'offrir des opportunités à l'image de la tentative d'Ibou Touraï, mais le gardien tunisien doit son salut à la barre transversale. Ce n'est que partie remise. À force d'insister, les Gambiens finissent par s'offrir le gain de la partie grâce à l'unique but d'Abli Jalou. 1-0, score final. Et après les phases de poule, place au terrible match à élimination directe. Les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec de belles affiches. Déjà dimanche 23 janvier, Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisie, Guinée, Gambie, Cameroun, Comores, Sénégal, Cap-Vert, Maroc, Malawi. Le mercredi 26 janvier, un Côte d'Ivoire, Égypte et puis Mali, Guinée équatoriale. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouver Marie-Laure Gourand. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Si le chien a décidé de vivre avec les hommes, il ne doit pas se plaindre des coups de pied qu'il reçoit souvent.